sur une des briques essentielles qui peuvent contribuer vers cette mutation de l'entreprise 4.0 qui se doit à la fois d'être économe et de penser ses process de production différemment. Donc il est bien évident que la recherche de la compétitivité des marges de valeur ajoutée aujourd'hui se joue également dans cette approche de productivité durable et de production durable. Pour ce faire, nous avons effectivement la chance d'avoir un certain nombre d'interlocuteurs. C'est peut-être toi, Laurent, qui Je vais juste représenter le contexte. les annonce. Donc, moi, je voulais simplement vous remercier au titre de la région Grand Est de votre présence sur l'ensemble de ce salon et également sur l'ensemble de ces tables rondes que nous avons voulu les plus opérationnelles possibles pour vous permettre de repartir avec des idées extrêmement concrètes, des exemples extrêmement concrets. C'est une autre forme de networking. Je laisse la parole, puisqu'on est là pour faire du vrai bon business et pas des discours, à Laurent Riche qui va mettre en perspective ce contexte. Merci beaucoup. Merci Lila, bonjour à tous. Alors je ne vais pas être très long parce que le plus important dans cette conférence, ce n'est pas moi, ce sont les intervenants de cette conférence. Juste peut-être vous rappeler, et c'est le but de mon propos, que nous sommes dans une conférence qui se situe dans le cadre d'une démarche que nous appelons Campus Industrie 4.0. Campus Industrie 4.0, c'est un rassemblement des acteurs du Sud-Alsace, je dis bien du Sud-Alsace, autour de Mulhouse et ensuite en rayonnement tout autour de Mulhouse sur tout le Sud-Alsace, parce que la question de l'économie doit dépasser nos frontières institutionnelles et politiques de nos collectivités, qui depuis 2012 sont mobilisées autour de 4 domaines d'activité. Ce sont des choix d'orientation thématique que nous avons faits pour être sûr que globalement, nous pouvions faire travailler en cluster territorial l'ensemble des acteurs d'une chaîne de valeur, depuis globalement la recherche, le développement, l'innovation jusqu'au marché. Nous avons fait le choix de travailler sur l'industrie du futur, ça ne vous aura pas échappé. Si nous sommes là, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un engagement important pour nous de l'ensemble des acteurs sur ce sujet-là. La question numérique, la question des matériaux, parce que nous avons une histoire textile qui est importante et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons encore beaucoup d'activités autour du textile et des composites et des nouveaux composites. Et puis la question des mobilités, parce qu'ici, entre autres avec Peugeot à Mulhouse, PSA à Mulhouse, excusez-moi, et PSA aussi pas très loin d'ici sur le territoire de la Franche-Comté à Sochaux, eh bien nous avons la chance d'avoir un pôle de compétitivité qui est le pôle véhicule du futur qui nous aide à travailler sur cette dimension. L'idée, c'est de booster la performance des entreprises, c'est de promouvoir des talents, d'assurer les emplois de demain, c'est surtout faire émerger de nouveaux projets. C'est ce que nous faisons sur ce territoire et nous le faisons en relation avec la Chambre de commerce et d'industrie et de rayonner, bien sûr, à l'échelle internationale. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Alors, nous organisons dans le cadre de cette démarche Campus Industrie des ateliers de réflexion qui sont pilotés par des chefs d'entreprise sur les 4 thématiques que je vous ai données. Le micro résonne un petit peu. Et nous avons aussi des conférences qui permettent donc aux acteurs du monde économique de se rencontrer, de partager, d'échanger, de faire du networking si nécessaire sur des thématiques diverses. Et on a organisé depuis 2014 24 conférences comme celle à laquelle vous allez assister aujourd'hui, qui ont rassemblé à peu près 2500 participants. Un groupe de travail international est aussi né en 2016, qui est animé par l'ensemble des acteurs qui sont précisés, je ne vais pas les relire, mais qui sont des acteurs à la fois de proximité comme Basel Area en Suisse, et puis des acteurs plus Derek Connect sur la question allemande, et puis donc la CCI, la Société industrielle de Mulhouse et la Technopole de Mulhouse. On a organisé 8 conférences, 2 en Allemagne, 3 en France, 3 en Suisse. Donc vous voyez qu'on a vraiment un positionnement trinational sur ce territoire et qu'on essaie de le faire vivre au-delà de nos préoccupations locales, bien sûr, sur lesquelles on essaye d'apporter des solutions et qui a mobilisé plus de 500 chefs d'entreprises allemands, suisses et français. Voilà, c'était le cadre que je voulais vous présenter cet après-midi. Je vous remercie de votre présence et de votre participation et je laisse la place aux intervenants. Merci beaucoup Lila et Laurent. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je suis donc Guillaume Maujean, je travaille aux Échos, je suis rédacteur en chef et je suis très heureux d'animer cette conférence dédiée à la production durable qui peut être un facteur de compétitivité. On parle beaucoup de développement durable, c'est un concept souvent décliné dans tous les domaines de l'entreprise. Ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est pendant cette table ronde, c'est comment on le met en œuvre concrètement au sein des entreprises industrielles. Comment est-ce qu'on fait de ce concept une réalité et surtout une réalité profitable, à court terme notamment? Comment elle fait évoluer les modèles économiques pour répondre à de nouveaux besoins du côté des clients? Et nous aurons donc la chance pour cela, ça a été dit, d'écouter des témoignages d'industriels dans des secteurs variés, dans des entreprises de taille très différentes.
et qui sont situées chacune en Allemagne, en Suisse et en France. On aura donc un panorama parfaitement complet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on a la chance d'avoir un propos introductif de l'ADEME. Christophe Reif, vous êtes directeur adjoint de l'ADEME pour la région Grand Est. Alors l'ADEME, bien sûr, tout le monde connaît, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial en France, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour être précis. Votre propos introductif est axé sur l'économie circulaire en France et son déploiement en région Grand Est. Et vous allez nous donner quelques exemples d'initiatives locales. Christophe Reif, c'est à vous. Bonjour à tous. Déjà, je voulais commencer mon introduction en disant que ce colloque parlait d'économie circulaire dans un lieu où on évoque l'industrie du futur. C'est déjà un premier signal qu'on trouve, nous, à l'ADEME, mais dans tous les acteurs qui travaillent sur la transition énergétique, on trouve que c'est un signal extrêmement fort. Ça montre que c'est déjà intégré comme une problématique, comme un enjeu, comme un axe de développement des entreprises sur le territoire. Et l'existence même, le montage, la proposition de ce colloque, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. C'est un signal qui nous encourage à continuer. Ensuite, le fait qu'on nous ait demandé, nous, à l'ADEME, de faire cette intervention, de faire cette introduction, c'est aussi pour nous une forme de reconnaissance. On œuvre depuis maintenant plus de 5 ans spécifiquement sur ce sujet de l'économie circulaire. On a très clairement orienté notre action sur la cible entreprise parce que l'enjeu aujourd'hui, il est là. L'économie circulaire passera d'abord par la motivation, par l'implication du secteur industriel. Et c'est quelque chose qu'on va faire très vite remonter, nous, aux services centraux. C'est un enjeu qui est partagé par beaucoup de directions régionales. Et sur le territoire du Grand Est, on se rend compte que cette dynamique est particulièrement mise en avant. On a très peu de difficultés de parler de ce type de sujet-là au secteur industriel. C'est vraiment avec beaucoup d'honneur et de plaisir que je suis présent aujourd'hui devant vous. Alors l'économie circulaire, juste un tout petit point de rappel, c'est bien une boucle complète. C'est de passer d'une économie linéaire, je consomme une ressource, je produis, je la vends, je gère le déchet, je l'élimine, à une boucle complète qui va permettre, d'économiser les ressources, de travailler sur l'offre que vous proposez à vos clients. Ça va être aussi de travailler sur le geste d'achat, sur l'utilisation. Les collectivités, sur cette partie verte, sur ce deuxième pilier, sont extrêmement impliquées sur ce sujet. Et il y a une troisième partie, c'est la partie orange, c'est le recyclage du déchet. Une fois qu'on a travaillé sur la prévention, sur le geste, sur l'utilisation, il est important de travailler aussi sur le recyclage. Je ne reviendrai pas sur les exemples parce qu'on aura notamment un Norske Skog qui évoquera le recyclage du papier. Il y a un projet que j'ai découvert il y a une semaine au Forum de développement durable sur Strasbourg. Il a été présenté par la DREAL. Et c'est tout simplement les fonderies de Niederbronn. J'ai découvert l'opération portée par cet industriel qui avait un problème de ressources. Il s'est rendu compte que le manganèse, indispensable pour faire ses alliages dans son process, allait manquer. Il s'est rendu compte que cette ressource finie pouvait avoir un impact fort sur son développement économique et sur son produit. Et il a utilisé une ressource locale, les piles, qui contiennent du manganèse, et il les a intégrés dans son process pour faire son alliage. Pourquoi c'est un exemple qui me tient à cœur ? Déjà parce que ça permet justement de faire cette boucle de l'économie circulaire, et surtout c'est un projet dont on n'avait pas connaissance. On pourrait se dire, tiens, que fait l'ADEME, ils ne sont pas au courant de ça. Je dis au contraire, ça veut dire que de lui-même, l'industriel s'est rendu compte qu'il était vital pour lui de travailler dans une boucle locale. Et d'un déchet qui coûtait de l'argent aujourd'hui, quand vous mettez vos piles dans des conteneurs, c'est une filière qui coûte de l'argent pour le recyclage. Il en a fait une ressource sur son territoire et on a maintenu ce manganèse dans ces piles sur notre secteur et on en a fait une richesse. Un très bon exemple d'intégration, de gains économiques sur une entreprise du secteur. Bon, le sujet, ça reste comme aujourd'hui la production durable. Donc je vais quand même continuer d'axer mon introduction sur ce sujet-là. Et on a effectivement quatre gros éléments, quatre grosses actions sur ce sujet-là. C'est l'efficacité énergétique, c'est l'éco-conception, c'est l'écologie industrielle, c'est les nouveaux modèles économiques via l'économie de la fonctionnalité. Et ce déploiement de l'économie circulaire,
il y a une très forte volonté politique au national de le pousser. On a notamment la feuille de route économie circulaire qui sort et qui est portée par Mme Brune-Poirson au niveau national. Mais en région, ça se concrétise par beaucoup de partenariats. Donc j'ai mis un gros logo, c'est le logo Climaction, c'est un guichet unique porté par la région et l'ADEME pour accompagner financièrement les entreprises, pour vous accompagner dans le montage de vos projets. Mais on peut rajouter plein d'autres logos. On pourrait rajouter celui de l'Adréal, celui de l'Agence de l'eau, celui de la Chambre de commerce, avec qui on travaille notamment sur le déploiement de notions telles que l'efficacité énergétique, telles que l'économie circulaire en entreprise. On a en fait aujourd'hui tout un écosystème d'acteurs qui forment une communauté de la transition écologique et qui sont capables de vous accompagner de la recherche, du développement, tout au long de la vie de votre entreprise. Alors, j'ai pris le parti de vous prendre 3 exemples sur les 3 piliers les plus innovants et qui peuvent permettre de proposer de nouvelles offres, des opportunités de développement. La première, c'est l'écologie industrielle et territoriale. C'est la boucle de l'économie circulaire en local. Et j'ai choisi de vous prendre un exemple le plus local possible, qui était celui du port autonome de Strasbourg, qui est une opération qui fait référence en Grand Est et au national, et qui a permis de mettre en commun les ressources énergétiques et matières de plus d'une vingtaine d'entreprises sur le secteur du port à Strasbourg. Quand on dit ça, on se dit, bon, on a travaillé sur l'environnement, on a un bon bilan environnemental, soit. Ce qui parle aujourd'hui au secteur industriel, et c'est le message qu'on essaie de donner, c'est les nouveaux axes de communication qu'on a aujourd'hui dans le cadre de la communauté de travail, c'est donner des chiffres. Et celui le plus intéressant, pour nous, c'est 3500 tonnes d'équivalent CO2 d'économiser. Mais je dirais pour vous, le plus intéressant, c'est une économie globale pour ces entreprises qui, à ce jour, parce que les synergies continuent de se développer, sont de l'ordre de 390 000 € par an. Le fait de se mettre en commun, de changer notre mode de réflexion, de passer d'une réflexion individualiste, chacun gère ses problématiques dans son coin, à une gestion collective des ressources, mais aussi de la collaboration autour des ressources humaines, de la formation, a permis de faire cette économie concrète, chiffrable, dans les bilans de ces entreprises. Et puis comme ce colloque parle aussi de transfrontalier, un des axes de développement justement de cette économie circulaire sur le secteur de Strasbourg, c'est aller chercher des énergies fatales au-delà de la frontière. Le problème sur Strasbourg, c'est la frontière, c'est le Rhin. C'est une frontière géologique qui est assez compliquée à traverser. Tout l'enjeu va être d'aller chercher de l'énergie fatale, de l'eau chaude, pour être plus clair, et de la ramener au niveau des utilisateurs par le réseau de chaleur. Un des gros avantages sur tout le secteur de l'EMS et sur le secteur du port autonome, c'est qu'elle dispose d'un réseau de chaleur qui permet de faire le partage d'énergie renouvelable, d'énergie fatale, d'énergie de récupération, et de se substituer à des énergies fossiles et carbone. Un équipement concret, un réseau qui montre que l'économie circulaire, c'est bien un partage, c'est une réflexion collective. Deuxième exemple que je voulais vous évoquer, celui de l'économie de la fonctionnalité. Quelque chose qui encore aujourd'hui est extrêmement ésotérique. Vous avez devant vous des experts du sujet. C'est extrêmement complexe. C'est socialement compliqué à vendre. C'est modifier toute votre offre, de vendre un service plutôt qu'un produit. C'est un enjeu extrêmement important. On prend souvent l'exemple de la photocopieuse. Je ne sais pas si aujourd'hui vous achetez encore vos photocopieuses ou si vous achetez un service de copie et on vous vend et vous payez finalement la copie. Ça paraît être pour vous un gain évident en termes d'économie. Par contre, c'est aussi un très gros intérêt en termes de qualité des produits qui vous sont offerts. L'industriel qui vous vend ce produit-là, il a tout intérêt à faire un photocopieur fiable, solide, réparable, durable. Ce qui veut dire moins de déchets. C'est du gagnant-gagnant. Par contre, il faut faire aussi l'effort au niveau du marketing pour vendre cette offre. Alors pour les photocopieurs, ça passe bien. Un autre bon exemple aujourd'hui, c'est le covoiturage. Il y a 15 ans, on a été, nous, à l'ADEME, porteurs d'un projet de recherche sur le covoiturage. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore les smartphones. On avait investi dans des GPS connectés, ça nous a coûté une fortune. Au niveau national, les gens riaient en disant chacun veut conserver sa voiture, ça ne marchera jamais. En fait, c'était partiellement vrai, mais une grosse partie en fait, de ce projet
est devenu aujourd'hui Blablacar. Blablacar a pu émerger grâce au développement et à l'innovation des smartphones, mais l'idée de base était là, l'idée d'un nouveau modèle économique autour de l'offre de transport. L'économie de la fonctionnalité, aujourd'hui, on a la chance sur le territoire du Grand Est, et plus particulièrement sur le secteur du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, d'avoir une association Idéalsace, une association d'entreprises, qui a mis des moyens, qui a acquéri des compétences pour développer cette économie circulaire. On a aujourd'hui une vingtaine d'entreprises qui réfléchissent, qui sont en train de monter ces nouveaux modèles économiques. On n'a pas encore les résultats, c'est tout frais, mais d'ores et déjà, ils sont à la recherche, et je passe un petit message, j'en profite de cette tribune, ils sont à la recherche de 10 entreprises supplémentaires pour pouvoir pérenniser et développer encore plus ces nouveaux modèles économiques. Donc surtout, n'hésitez pas, contactez Idéalsace, contactez un agent de l'ADEME ou un agent de la région pour pouvoir participer à cette démarche. Elle sera subventionnée pour vous permettre de limiter les frais et de vous lancer en fait dans cette aventure. Troisième source d'innovation, c'est l'éco-conception. Je ne peux pas vous mentir, c'est un des piliers, c'est un des axes de l'économie circulaire qui est le plus dur aujourd'hui à développer. C'est de vous obliger, de vous pousser à travailler sur l'impact environnemental de votre produit. Ça va être ici, par exemple, sur Oberflex, d'avoir toute une analyse du cycle de vie et de déterminer dans le process industriel quels sont les éléments qui peuvent être réduits, notamment sur la taille du produit, sur sa conception, sur la façon dont il va être transporté, sur la façon dont il va être installé. Une fois qu'il est usé, pour le jeter, il faut faciliter son recyclage pour permettre facilement aux industriels qui vont se développer sur cette filière de recyclage de pouvoir reprendre ce produit et le recycler. Tout l'enjeu de l'éco-conception, c'est d'avoir une plus-value. Pour vous, c'est un gain économique en termes d'économie de matière. Un bon exemple aujourd'hui, c'est Vitel-Contrex sur le secteur des Vosges. Il y a eu un énorme travail sur l'éco-conception des bouteilles plastiques. Aujourd'hui, une bouteille plastique, c'est 40% de plastique en moins. C'est surtout 40% de pétrole en moins et c'est surtout un acheteur qui achète 40% de pétrole en moins et de plastique en moins. Donc il y a aussi un gain au niveau des coûts de production. Donc l'éco-conception, c'est ça, mais c'est vrai qu'on passe par le message économique, mais la motivation première au niveau de l'ADEME et au niveau de tous les acteurs qui travaillent sur l'écologie, c'est aussi l'impact environnemental qui est amélioré. Voilà ce que je voulais vous dire en propos introductif sur l'économie circulaire en France. Je vous rappelle que vous avez à votre service tout un écosystème de structures qui vous permettront de vous accompagner. Les deux éléments aujourd'hui qui sont encore à lever, c'est bien entendu la rentabilité des projets et puis les modes de réflexion des industriels qui sont encore, à mon sens, beaucoup trop orientés sur l'individualisme et pas assez sur le collectif. On a des signaux forts aujourd'hui au niveau national qui nous permettent de pousser sur ces piliers. Il n'y a pas beaucoup de gilets jaunes dans la salle, donc je peux évoquer le sujet. Il y a déjà la fiscalité. Très clairement, aujourd'hui, on s'est inscrit dans une fiscalité sur la TGAP, taxe générale des activités polluantes. On évoque, et ça sera très probablement le chiffre final, 65 € de taxes sur les activités polluantes à l'enfouissement. Aujourd'hui, le stockage, c'est 60 € plus 20 € de TGAP. En 2025, ça sera 60 € plus 65 € de TGAP. L'enfouissement sera une filière qui sera fiscalement beaucoup moins compétitive. C'est très clairement une volonté du gouvernement et c'est quelque chose à laquelle forcément nous souscrivons parce que c'est un des moyens de motivation du secteur. Voilà. Et puis, il y a bien entendu un deuxième volet qui est beaucoup plus sympathique, qui est représenté notamment par ce programme Climaction, qui est le subventionnement. Notre objectif, c'est de vous accompagner pour améliorer la rentabilité, pour que quand vous allez au conseil d'administration avec un projet, vous ayez un TRI, un taux de rentabilité du projet, qui soit acceptable et qui ne fasse pas rigoler les interlocuteurs que vous avez devant vous. Trop souvent, on a des projets qui sont extrêmement intéressants, techniquement super bien montés, mais qui ne passent pas cette barrière de l'analyse financière du projet. Et on est là pour l'améliorer. Voilà. Donc à votre disposition, bien entendu, par la suite pour les questions. Et j'espère vraiment que ce colloque, que cette manifestation vous incitera à vous inscrire dans cette boucle vertueuse de l'économie circulaire. Merci beaucoup Christophe. Raif, vous restez avec nous.
Je vous invite à nous rejoindre. Donc vous l'avez bien dit, hein, il y a les taxes et les malus, mais il y a aussi les bonus et les subventionnements. Et donc n'hésitez pas à contacter l'ADEME. On va pouvoir passer maintenant au retour d'expérience. Je vais inviter sur scène nos 3 représentants. Donc Andrea Falkner de BMW, je vous en prie. Venez. Vous pouvez applaudir aussi. Arnaud Maître du groupe Louis Belay en Suisse. Et Yves Bailly du PDG de Norske Skog Golbey. Merci pour eux. Alors, nous allons commencer avec vous, Andrea Falkner, du département développement durable, management de l'innovation et des coopérations chez BMW. Donc avec vous, on va se focaliser sur la chaîne d'approvisionnement, la supply chain. Le constructeur est évidemment localisé à Munich. Il gère 25% de sa production en direct. Et pour les 75%, ce sont des sous-traitants. Donc il faut évidemment les sélectionner, trouver des partenariats durables. C'est ce que vous allez nous expliquer et vous allez nous dire comment vous vous y prenez. Je vous propose de rejoindre le pupitre, si vous voulez bien. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich hoffe, die mich auf Deutsch nicht verstehen, hatten die Gelegenheit genutzt, Kopfhörer zu benutzen. I hope those who do not understand German use the opportunity to get the translation. Vielen Dank für die Gelegenheit, das hier vorzustellen. Ich werde den Status bei meinem Arbeitgeber BMW Group vorstellen. Ich möchte einleiten mit einem kurzen Statement von unserem Vorstandsvorsitzenden Harald Krüger, der unser Anliegen sehr schön in einen Punkt gebracht hat. Die neue Ära der Mobilität wird geprägt sein von Nachhaltigkeit, Vernetzung und automatisiertem Fahren. Wie haben wir das umgesetzt? Wir haben aktuell noch gültig eine Zielvision bis 2020, die wir gerade ablösen, aber das ist noch der Stand, der eben noch 2 Jahre gültig sein wird. Erfolgreichster und nachhaltigster Premium-Anbieter für individuelle Mobilität. Keine Angst, ich werde nicht jeden dieser Punkte jetzt besprechen. Ich möchte auf die 3 im rechten unteren Bereich eingehen, ungefähr zwischen 2 Uhr und 4 Uhr, weil das die 3 zentralen Punkte sind, die im Bereich Produktion und Wertschöpfung für uns im Fokus stehen, die wir ausgewählt haben. Punkt 1, erneuerbare Energien. Punkt 2, Ressourcenverbrauch. Diese beiden sind zentral für unsere eigenen Standorte, für den Anspruch, den wir an unsere Werke legen. Und Punkt 3, die ressourceneffiziente Lieferkette. Einen Satz zu dem Zusammenhang. Unser Anliegen, unsere Strategie war immer zunächst langfristig Themen auszuarbeiten und zu prüfen. Wir haben zu den beiden Punkten erneuerbare Energie und Ressourcenverbrauch über viele, viele Jahre Statistik gepflegt und viel gelernt, weil aber BMW, wie nahezu jeder Automobilhersteller, nur einen kleinen Teil, ob das jetzt 20 oder 30% sind, schwankt ein bisschen, aber nur einen kleinen Teil der gesamten Wertschöpfung selber macht. Wir sind sehr stark auf unsere Partner im Netzwerk angewiesen, auf die große globale internationale Automobilzulieferindustrie. Und diese starken Netzwerkpartner erzeugen deutlich über 70% der gesamten Wertschöpfung. Deshalb ist eine reine Nachhaltigkeitsorientierung auf eigene Standorte viel zu kurz gesprungen. Wir müssen also langfristig auch die Auswirkungen auf die Partner im Netzwerk haben. Deshalb dieser 3. Punkt, ressourceneffiziente Lieferkette. Dort versuchen wir all das, was wir in den eigenen Standorten gelernt haben und was wir langfristig als positive Erkenntnisse gewonnen haben, auch mit unseren Lieferanten auszurollen oder zu übertragen. Das ist nochmal ein Überblick, dass für uns die Nachhaltigkeit an der gesamten Wertschöpfungskette entlang zentral ist. Mein Schwerpunkt wird aber sein in der Lieferkette auf die Aktivitäten in Forschung und Entwicklung,
kann ich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht eingehen. Der Produktions- und Transportbereich, den werde ich natürlich streifen, der ist aber für uns von den gesamten Auswirkungen nicht so bedeutsam, weil es einfach der kleinere Teil der Wertschöpfung ist und damit auch der kleinere Teil der Ressourcenbelastung, der Emissionen. Und ein Punkt, den ich noch streifen möchte zum Schluss, ist der Verwertungsteil, weil der direkt mit meinem Vorredner sich verbindet. Hier sind die bedeutendsten Herausforderungen für die Zukunft, weil dieser letzte Bereich Verwertung, der ist der Anknüpfungspunkt für eine Circular Economy, für eine Kreislaufwirtschaft. Und da ist mit einem sehr langfristigen Blick noch viel Arbeit zu tun. Dies nur als Überblick, das sind die Aktivitäten, wie wir sie im Augenblick innerhalb der BMW Group für unser Lieferantennetzwerk vornehmen. Auch hier keine Angst, ich möchte Ihnen das nicht im Detail vorstellen. Eine vollständige Beschreibung aller Aktivitäten würde jetzt schon allein in der knappsten Version eine Stunde dauern. Aber nur um Ihnen eine Vorstellung der Breite zu geben, der Aktivitäten, die erforderlich sind in der Zusammenarbeit mit den Lieferanten. Oben in der Mitte sehen Sie die Produktinitiativen, die um unsere Materialschwerpunkte kreisen. Hier haben wir die Aluminium Stewardship Initiative wesentlich initiativ mitgegründet, diese Erkenntnisse auf die Responsible Steel Initiative ausgerollt. Und das jüngste Kind in der Kette ist die Responsible Cobalt Initiative. Dies sind Initiativen, um industrieübergreifend Verbesserungen von besonders relevanten Rohstoffen zu erreichen. Dann im Uhrzeigersinn der nächste Punkt Ressourceneffizienz. Hier geht es um die CO2-Emissionen in der Lieferkette. Hier haben wir uns für ein Reporting mit CDP entschieden. Auch das könnte eine Stunde füllen, das will ich Ihnen auch ersparen, nur der Stichwort CDP und CO2-Reporting. Dann der ganze Bereich, der auch von großer Bedeutung ist, die Berichterstattung nach außen, weil wir auch von unseren Stakeholdern viele Reporting-Anforderungen bekommen, denen wir genügen müssen. Das heißt, wir müssen nach außen unsere Investoren, gesellschaftliche Stakeholder Bericht erstatten. Hier gibt es gesetzliche Verpflichtungen, wo die Lieferkette auch dargestellt werden muss. Und der Punkt rechts unten in der Ecke ist von großer Bedeutung, die Zusammenarbeit in Initiativen und Verbänden, weil der Weg in einer globalen Industrie nur über Standardisierung gehen kann. Eine individuelle Lösung, jeder Automobilhersteller macht sein eigenes Süppchen, führt in den Super-GAU. Hier kann man nur Schritt für Schritt eine Standardisierung über Industrien vorantreiben. Das war die letzten Jahre durchaus erfolgreich, ist aber auch sehr mühsam. Hier sind einige Namen genannt, wo wir besonders intensiv mitarbeiten. Due Diligence in der Lieferantenauswahl ist ein eher administrativer Vorgang. Hier geht es um die Due Diligence Guideline der OECD, die hier State of the Art ist, in der wir uns orientieren und das eigentlich die zentrale globale Leitlinie ist, an der man sich sehr gut orientieren kann und sollte. Hier geht es um Risikoauswahl, Risikofokus, Nachhalten von Maßnahmen und so weiter. Es ist aber ein sehr, sehr operatives Vorgehen. Und dann natürlich auch Themen wie unsere interne Steuerung, Lieferantenauswahl und Entwicklung. Und zum Schluss der langfristigste Form der Zusammenarbeit, hier sind wir jetzt oben links in der Ecke, Lieferkettentransparenz. Das ist so ein bisschen der Goldstandard, den man puncto Nachhaltigkeit in der Lieferkette umsetzen kann, weil es eine sehr, sehr langfristige Zusammenarbeit mit Lieferanten, Sublieferanten und Sublieferanten in der Regel bis zum Rohstoff hinunter ist. Dies ist für besonders konfliktreiche Rohstoffe unverzichtbar. Nur ein Beispiel sei hier zu nennen, Kobalt. Da kommt man an solchen Initiativen nicht vorbei, aber auch das möchte ich nur kurz streifen. Dies ist noch eine Darstellung zu dem vorhin erwähnten CO2-Ressourceneffizienzprogramm über CDP.
Die Aussage dieser Darstellung soll sein, im Augenblick ist die Lieferkette, also die Vorketten ganz links, verursachen nur ungefähr 1/5 der CO2-Emissionen. Das ist auch eine Zahl, die über die Automotive-Industrie, aber auch über viele Industrien, die Endkunden Kontakt haben, ist die Vorkette jetzt schon deutlich wichtiger als der Bereich in der Mitte. In der Mitte sehen Sie die BMW Group eigenen Produktionsanlagen. Bei jeder Industrie, die auf viele Vorleistungen angewiesen ist, haben Sie diesen Effekt, dass die Emissionen, die aus all unseren Werken stammen, inklusive der kompletten Logistik, macht nur 6% der von uns verantworteten Gesamtemissionen aus. Aber schon über 20% sind heute durch unsere Wertschöpfung aus den Vorketten entstanden. Das heißt, mit einem Trend zur Elektromobilität, in dem auf der rechten Seite die Emissionen aus der Nutzungsphase unserer Fahrzeuge, das ist natürlich automobilspezifisch, aber die aus der Nutzungsphase dann bei einer kompletten Umstellung auf Elektromobilität, so sie dann irgendwann kommt, in welcher Zeit auch immer, führt aber dazu, dass die Emissionen aus den Vorketten immer bedeutsamer werden. Diesen Punkt wollte ich hier nur ansprechen. Und diese Folie passt wahrscheinlich in den Zusammenhang hier am besten, weil sie einige Beispiele zeigt über die positiven Chancen, die in einer Nachhaltigkeitsorientierung stecken. Im Vordergrund rechts unten sehen Sie das Beispiel nur aus dem CO2-Reporting, also nur aus Emissionsreduzierung. Ich spreche hier gar nicht über die anderen Pfade, die wir vorhin gesehen haben. Nur aus dem Emissionsbereich, das ist von unserem CDP im letzten Jahr, die gesamthaften CO2-Reduktionen in der Mitte. Gut, das ist eine Zahl, die vor allem die NGOs wie WWF und Greenpeace interessieren. Unsere Lieferanten interessiert meistens die Zahl rechts unten am allermeisten. Das sind die durchschnittlichen Einsparungen, die pro berichtendem Lieferanten gemeldet werden aufgrund von Emissionsreduzierungsinitiativen. Diese Zahl muss man mit Augenmerk sehen. Das ist eine rein statistische Zahl von ungefähr 200 unserer größten Lieferanten, die an diesem Programm teilnehmen. Aber eine jährliche Einsparung von einer guten Million $, nur aus CO2-Emissionen, spricht dafür, dass wir auch heute noch viele Chancen haben, reine ökonomische Chancen, nur aus dem Emissionsreduzierungsaspekt. Dann noch links oben ein anderes Beispiel zu Innovationen, der mehr aus dem Produktbereich kommt. Das ist das Ronal R60, die Ronal Alufelge R60. Ronal ist ein Lieferant, der sich mal komplett Gedanken gemacht hat, wie kann unser zukünftiges Business aussehen unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Und sie haben konsequent von Anfang bis Ende dieses Alurad neu gestaltet. Die einzelnen Zahlen möchte ich Ihnen jetzt im Detail ersparen, aber sie haben an vielen, vielen Aspekten weniger Lösungsmittel, mehr Reichweite, weniger Emissionen. Und ich bin sicher, dass Sie auch einen Business Case dahinter haben, den Sie uns nicht offengelegt haben, aber Sie würden dieses Rad sicherlich nicht anbieten, wenn es kein Geschäft wäre. Oben noch ein Statement von ThyssenKrupp, einfach nur mal um ein Beispiel rauszugreifen. Natürlich ist jedem bewusst, dass ThyssenKrupp einen riesen Energiebedarf auch hat, das heißt auch sehr viel Potenzial einzusparen. Aber diese Zahl, die Sie ganz unten am Ende des Statements sehen, das sind die durchschnittlichen Jahreseinsparungen, die Sie erreicht haben durch eine konsequente Emissionsreduzierung, sprich Energieeinsparungen. Man muss dazu sagen, dass ThyssenKrupp einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt hat, dass sie viele Jahre kontinuierlich an diesem Thema gearbeitet haben. Das heißt, sie haben sicherlich auch sich sehr anspruchsvoll mit dem auseinandergesetzt und um diese Performance zu erreichen. Aber mit solchen Einsparungen kann man, glaube ich, einige
Mitarbeiter auch bezahlen, damit sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Dann komme ich zum Schluss noch mit einzelnen Beispielinnovationen, die wir aus dem i3, aus dem Fahrzeugprojekt erreichen konnten, die sich quasi mehr oder weniger, nicht zufällig, aber die sich ergeben haben auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen für Fahrzeuge. Das ist vielleicht am bekanntesten die CFK-Strukturen, dann aber auch ein FSC-zertifiziertes Holz, das neben optischen auch haptische Design und so weiter Vorteile hat. Die PET-Rezyklat-Sitzbezüge sind ein sehr spannendes Bild, weil hier ein klein mittelständisches deutsches Familienunternehmen, sehr traditionsreich mit einer, ich glaube sogar mehr 100-jährigen Geschichte aus dem Bereich der Textilverarbeitung, wirklich als Weltmarktführer gesagt hat, wir finden eine Lösung für dieses PET-Recycling, um daraus hochwertigste Sitzbezüge herzustellen. Und das ist einfach eine sehr schöne Geschichte, die zu einer tollen Innovation geführt hat. Die anderen Punkte aus Zeitgründen werde ich jetzt nicht noch erwähnen. Und auch das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu sehr ins Detail. Ich schließe dann mit zwei etwas plakativeren Beispielen. Das ist das neueste Projekt, was wir gerade beginnen wollen. Das ist ein Entwicklungshilfeprojekt um den Kobaltabbau. Das Hauptproblem von Kobalt liegt in dem artisanalen Bergbau, Artisanal Mining, wo man enorme Menschenrechtsprobleme, Arbeitssicherheitsprobleme, also Sie kennen möglicherweise aus der Presse all die vielschichtigen Problemlagen, Demokratische Republik Kongo, Konfliktregion. Und um aus dieser Situation eine Lösung zu finden, kommt man eigentlich an einer langfristigen Entwicklungspartnerschaft nicht vorbei. Die wird jetzt am 28. nächste Woche offiziell verkündet, deshalb darf ich jetzt noch keine Namen über Partner nennen, aber wenn sich nicht noch in letzter Minute ein Haar dazwischen schiebt, werden wir hier eine 3-jährige Multi-Industrie-Projektorganisation haben, um eine signifikante Verbesserung in dem Bergbau in der Demokratischen Republik Kongo zu erreichen. Dann, gut, ist das noch eine letzte Folie zu einer Responsible Copper Initiative. Das ist der nächste Punkt, der nach dem Kobalt am Horizont emporzieht, dass wir uns mit Kupfer auseinandersetzen wollen. Hier ist die Pressemeldung zu der Gründung der Initiative mit Codelco. Das steckt noch in den Kinderschuhen. Das ist auch ein sehr langfristiges Thema, was aber auch große Chancen im Bereich der Kreislaufwirtschaft birgt. Wie Sie sicherlich vorstellen können, sind im Fahrzeug allein im Kabelbaum sehr viele Kilo an Kupfer, die dann bei den Verwertern sicherlich bestmöglich genutzt werden, aber nicht in dieser Qualität, wie sie genutzt werden können, wenn es gelingt, hier Industriekreisläufe zu schließen. Und damit ist das auch mein letzter Satz, dass im Ausblick die langfristigen Chancen einer Kreislaufwirtschaft ökonomisch und ökologisch sicherlich viele spannende Chancen für viele Unternehmen bieten, wenn sie sich rechtzeitig genug mit den Möglichkeiten auseinandersetzen, die für jedes Unternehmen in so einer Kreislaufwirtschaft stecken. Damit bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Merci beaucoup, Andrea Alfagner. Merci pour cette présentation très complète. On voit bien que même pour un grand groupe comme le vôtre, c'est vraiment une démarche de longue haleine, une démarche avec des initiatives dans la durée, des efforts dans la durée. Avant de passer au deuxième témoignage, je voulais juste préciser, vous avez peut-être vu sur le programme, devait avoir la présence de Frank Schultmann de l'Institut de technologie de Francfort, qui malheureusement, référent en matière de production durable, qui malheureusement est souffrant et qui vous prie de l'excuser. Arnaud Maître, on va passer à vous. Je vous invite à rejoindre le pupitre. Vous êtes le dirigeant de Louis Bellet, qui est une entreprise familiale fondée en 1948 par votre grand-père, Monsieur Louis Bellet donc. L'entreprise est spécialisée dans la fabrique d'outils de coupe de haute précision, alors surtout destinés au secteur de l'horlogerie, mais pas seulement. Vous vous adressez aussi au milieu du médical, de la mécanique, de l'aéronautique, l'automobile, la lunetterie ou la bijouterie.
Alors, vous qu'avez-vous mis en place depuis donc 70 ans maintenant? J'imagine que la notion de durée, de pérennité est d'autant plus importante quand on parle d'une entreprise familiale comme la vôtre. Alors effectivement, merci pour l'introduction. Le développement durable fait vraiment partie de notre ADN depuis le début de la fondation de l'entreprise, et je pense que la meilleure preuve, c'est qu'on est toujours là aujourd'hui pour en parler. Donc, j'ai de la chance parce que mon bureau, il se trouve, c'est la 3e fenêtre en partant de la droite. Donc tous les matins, depuis mon bureau, je vois ça. Des fois, il y a des vaches à la place, mais voilà, peu importe. Et puis, quand je n'ai pas les yeux rivés dehors, je regarde un petit peu ces chiffres de l'entreprise. Donc voilà, chaque année, on fait cette année, on va faire 19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes 140 employés, donc évidemment, on est une PME. On n'a rien à voir avec une immense entreprise comme BMW. On n'a pas les mêmes problématiques. On produit 600 000 outils chaque année environ. On a 900 clients actifs. Nous sommes certifiés ISO 9001, donc gestion de la qualité, et ISO 14001, gestion environnementale depuis 2002. Nous avons à peu près 160 machines et nos ventes se portent bien cette année puisqu'elles sont en croissance globalement de 14% et à l'export de 35%, notre premier marché étant la France. Et nous avons d'ailleurs plusieurs clients aux alentours. Voilà, donc le développement durable, vous connaissez tous ce graphique, je ne vais pas aller en détail, c'est ces 3 piliers, cet équilibre entre ces 3 piliers écologique, économique et social. Souvent on voit le développement durable que sous l'angle écologique, mais il y a vraiment ces 3 piliers qui pour nous sont aussi importants les uns que les autres. Donc nous on le voit un petit peu différemment, ce développement durable. On le voit plutôt sous la forme d'un cercle qu'on pourrait représenter comme ceci, où on retrouve ces 3 notions de social, écologie et économie qui s'auto-alimentent. C'est vraiment un cercle vivant, un cercle mouvant qui tourne dans les 2 sens en fait. Et chaque élément, le social influence l'écologique et l'écologique influence l'économique, etc. Vraiment dans une spirale positive qui au final génère de la performance pour toujours servir à la fin un client. Donc je vais tenter maintenant de vous expliquer comment nous on voit cette notion que ces piliers s'influencent mutuellement. Alors commençons par l'aspect social. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une politique sociale peut avoir un impact sur l'aspect économique ou sur l'aspect environnemental? Alors d'une part, chez nous, qu'est-ce que c'est notre politique sociale, si on peut l'appeler ainsi? Voilà, il y a différents éléments ici. On a une organisation très agile. On a une structure hiérarchique qui est très horizontale, très plate. On est très proche, les managers, la direction est très proche des collaborateurs. On est vraiment à leur écoute. Donc chaque employé peut débarquer à n'importe quel moment dans notre bureau sans préavis pour nous poser une question, nous soumettre un problème. Du coup, vu qu'ils ont cette liberté-là, ils ne le font pas forcément très souvent, étonnamment. Et vraiment, on est à l'écoute des gens. Et je dirais paradoxalement, on n'a pas de comité d'entreprise, on n'a pas de représentant du personnel. C'est peut-être une particularité suisse. En Suisse, on n'a pas d'obligation d'avoir des représentants du personnel, ce qui n'empêche pas du tout qu'on soit à l'écoute et proche des gens. Un élément extrêmement important, je l'ai mis en gras, c'est la confiance. Les dirigeants, nous, on a confiance dans nos employés, on leur fait confiance. On leur laisse une grande liberté dans leur travail. Il y a très peu de systèmes de contrôle et de surveillance. Il y en a bien sûr, mais vraiment, c'est une relation basée sur la confiance. Chaque employé aussi participe aux bénéfices, du concierge à moi-même ou au directeur. Jusqu'à maintenant, on a toujours eu des bénéfices, donc chacun a pu toucher une prime de fin d'année depuis que l'entreprise existe. Et voilà, c'est aussi un élément de motivation supplémentaire. Et on distribue de temps en temps aussi des cadeaux. Alors, ce n'est pas forcément des grands cadeaux, mais c'est des attentions à Saint-Nicolas, qu'il y aura bientôt, à Pâques, à Noël, aux anniversaires, aux naissances, etc. Il y a régulièrement des petits cadeaux qui sont distribués. Et de temps en temps, il y a des plus gros cadeaux. Si par exemple, on a fait un trimestre vraiment exceptionnel, tout d'un coup, tac, on va distribuer un cadeau. Alors, on a fait une fois un iPad dont les gens vraiment ont beaucoup apprécié parce qu'ils s'y attendaient évidemment pas du tout. Voilà. Et on promeut également l'activité physique. Alors par exemple, on fait des camps de ski, des week-ends de ski, je veux dire. Alors là, c'est pas vraiment de l'activité physique, parce que c'est plutôt festif que physique, que l'activité physique, mais voilà.
Mais je dirais surtout, on promeut l'activité physique régulière. Chaque semaine, on organise des sorties à VTT. C'est tous les mardis midi. Alors bon, il n'y a pas énormément de monde qui participe, mais il y en a quand même. Et puis chaque vendredi midi, on offre 1 heure de conditions physiques en salle à tout le monde. Où là, chaque semaine, on a une 15 ou vingtaine de personnes qui viennent se dépenser. Dans un autre registre, on sponsorise pas mal d'événements, on agit comme mécène pour pas mal soit de sportifs, soit d'événements culturels. Et puis aussi quelque chose d'important, c'est qu'on pratique un certain civisme fiscal. C'est-à-dire qu'on paye nos impôts comme on le doit, ce qui est le devoir de chaque citoyen et entreprise. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne cherche pas à optimiser tout le système au maximum, comme pourraient le faire certaines grandes multinationales, voilà, pour éviter pour se soustraire à l'impôt. Et pour terminer, tout ça c'est bien joli, mais la direction, c'est très important, la direction et les échelons supérieurs doivent se montrer exemplaires. On doit vraiment, nous, avoir un comportement exemplaire que les autres peuvent éventuellement suivre, parce que sinon tout ce qu'on met en place ne tient pas la route. Alors comment est-ce que cette politique-là a une influence sur l'aspect environnemental? Alors là, honnêtement, j'ai un peu dû me creuser la tête pour trouver quelque chose, mais j'ai quand même trouvé, parce que figurez-vous que parmi les gens qui font du VTT le mardi, depuis 2 ans, il y a quand même 4 employés qui ont changé de type de mobilité et qui quasiment tous les jours viennent travailler par n'importe quel temps, viennent travailler à VTT pour des distances quand même assez longues, de 5 à 10 km par trajet. Donc c'est quand même pas rien. Alors c'est une petite goutte, mais voilà, quand même le fait d'avoir promu ce sport, ça a permis à quelques personnes de changer de type de mobilité. Maintenant, l'impact de cette politique sociale sur l'aspect économique, il est beaucoup plus parlant à mon sens. C'est que du coup, ces aspects sociaux, ils font que les gens se sentent globalement bien dans notre entreprise. On a très peu de départs spontanés. Cette année, on a eu 1 personne qui a démissionné. Le record, je pense que c'est peut-être 2 personnes qui ont démissionné spontanément. Donc tout ça, ça limite les coûts, parce qu'on n'aura pas remplacé, on a très peu de gens à remplacer, très peu de nouvelles personnes à reformer. Donc c'est vraiment des économies concrètes de coûts. De même, comme on a une bonne réputation régionale, on attire les candidats. On ne met jamais d'annonce dans la presse. Quand on recrute, cette année, on a engagé 15 personnes, on a mis une annonce nulle part. Les gens viennent tout seuls. Donc on n'a pas besoin de passer par des agences de placement. Tout ça, c'est des coûts aussi en moins. Ces conditions sociales, ce cadre qu'on leur met à disposition, ça motive les gens, donc ils sont plus efficaces, ils sont plus performants. Il y a même des effets collatéraux dans le sens où les gens ils aiment leur boulot, là, pour la plupart. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais la plupart sont enthousiastes et ça se transmet à nos clients. On a régulièrement des clients qui visitent l'entreprise et quand ils peuvent parler avec l'opérateur sur sa machine, souvent ils nous disent « Ah, mais c'est incroyable chez vous, on sent que les gens, ils aiment leur boulot, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment faire ces outils, ils aiment leur job, ça fait plaisir. » Et voilà, c'est des petits éléments qui renforcent la relation avec le client et qui amènent aussi de la confiance. Et voilà, et pour terminer, un autre élément qui n'est pas anodin, c'est que voilà, le fait qu'on pratique ce civisme fiscal et qu'on agisse aussi comme mécène pour toutes sortes d'événements, ça fait que les pouvoirs publics sont plus attentifs à nos demandes. Parce que bien sûr, en Suisse, tout comme en France, il y a toutes sortes de possibilités d'aide à l'innovation, d'aide à l'investissement, etc. Et comme on a une bonne réputation, voilà, on a une oreille attentive des politiques. Voilà, maintenant, deuxième aspect, comment est-ce que des actions à visée plutôt écologique peuvent avoir un impact sur l'aspect social et économique. Alors, en 91, donc ça fait déjà il y a 27 ans, on a supprimé complètement le chauffage au mazout. Donc depuis, on n'a plus brûlé une seule goutte de mazout, à part pour les voitures, parce qu'on n'est pas encore passé à l'électrique. Voilà, donc on a remplacé ce chauffage au mazout par des sondes géothermiques avec des pompes à chaleur. Et au final, qu'est-ce qui se passe économiquement? Les charges de chauffage sont nettement diminuées et les coûts de maintenance sont drastiquement réduits. Alors, je ne connais pas les chiffres. La seule chose que je peux dire, c'est que 27 ans après, la seule intervention de maintenance dont je me souviens, elle a eu lieu l'année dernière sur cette installation de sonde géothermique. On a dû changer une des 3 pompes à chaleur. Ça a coûté quelques milliers d'euros. Mais c'est tout. En 27 ans, c'est à peu près tout ce qu'on a fait sur cette installation. Et tous les jours, ça fonctionne, ça chauffe nos bâtiments.
Un autre élément qu'on a fait, là on a fait deux étapes en 2000 et en 2010. On a mis en place une immense citerne d'huile. Donc dans cette citerne, il y a 60 000 litres d'huile. Donc c'est l'huile de coupe qui est utilisée pour refroidir notre usinage. Alors avant, on pouvait avoir des systèmes indépendants par machine. Et là, on a tout centralisé. Donc on a un seul réseau d'huile qui alimente toutes les machines. Donc à l'investissement, c'est énorme. Mais par contre, ensuite à l'utilisation, c'est tout à fait intéressant parce que la facture électrique, elle est plus basse parce qu'on a un jeu de quelques pompes qui alimentent toutes les machines, au lieu d'avoir une pompe par machine. Les coûts de maintenance, il y a une seule grosse installation à maintenir. Et puis, en plus, cette huile, elle est chaude, vu qu'elle sert à refroidir notre process. Elle est chaude et on peut récupérer la chaleur de cette huile pour chauffer, notamment mon bureau, enfin tout le bâtiment administratif, il est chauffé en récupérant la chaleur de cette huile. Donc là, je ne connais pas non plus le retour sur investissement, il aurait été assez difficile à calculer, mais pour nous, c'est une évidence que c'était rentable, mais ça prend quand même du temps, il faut être clair. Autre élément aussi, on a agrandi en 2010 en faisant des locaux Minergie, donc c'est des locaux, c'est une norme suisse, la norme Minergie, qui nous propose de faire des bâtiments économes en énergie et qui utilisent des matériaux respectueux de l'environnement. Donc là aussi, on diminue la facture électrique et les charges de chauffage en respectant cette norme. Et puis, dernière intervention qu'on a faite, c'est des panneaux solaires. On a posé 1000 m² en 2014. Et là, évidemment, diminution de la facture électrique, la facture baisse. On économise 18 000 euros d'électricité par an. Mais là, il faut quand même compter une douzaine d'années pour amortir cette installation. Mais après, disons, il y a le côté aussi sympathique, c'est que d'après nos calculs, il y a à peu près, en été, quand il fait beau, on a à peu près 20 machines qui tournent avec le soleil. Ça, c'est assez magique. Maintenant, ces actions plutôt visées écologiques, elles ont aussi un impact social, dans le sens où elles améliorent les conditions de travail, du fait qu'on utilise des matériaux respectueux de l'environnement, il y a très peu d'huile dans l'atelier puisque tout est centralisé dans cette citerne. Et au final, les collaborateurs, ils sont fiers de travailler pour la plupart dans l'entreprise et eux-mêmes proposent de nouvelles actions. Souvent, c'est souvent des petites choses, mais c'est les petits fleuves, les petites rivières qui font les grands fleuves. Ça peut être de changer des gobelets en plastique pour le café en gobelets recyclables. Ça peut être de changer le système de nettoyage des pièces en utilisant des produits recyclables. Enfin, on a eu plein de petites propositions de gens dans les ateliers qui spontanément ont proposé des améliorations dans le sens d'aller vers un process plus respectueux de l'environnement. Et potentiellement, on peut espérer que peut-être certains, également dans le privé, ont légèrement adapté leur comportement pour respecter un petit peu l'environnement. Voilà, et puis dernier aspect, si on prend maintenant, on arrive à la fin de la boucle, quelle est notre politique économique et comment cette politique économique influence-t-elle les deux autres facteurs, écologiques et sociaux. Alors notre politique économique, elle est typique d'une entreprise familiale, donc on voit loin, on voit à long terme. Comme nous, on est la 3e génération, on a une pression sur les épaules parce qu'on n'a pas envie que tout s'écroule. Donc on a une certaine pression d'un côté, puis de l'autre côté, on a un espoir parce que notre but, c'est de faire grandir l'entreprise pour la remettre plus tard aux générations suivantes. Donc voilà, cette vision à long terme, elle fait qu'on n'a pas pour but, en premier, de dégager du bénéfice et de sortir des dividendes. C'est un effet collatéral. Positif, mais c'est un effet collatéral. Donc, on laisse un maximum de cash dans l'entreprise. Ensuite, si on ajoute à cela toutes les charges d'énergie qu'on a pu économiser grâce aux investissements du passé, à la fin, on a une bonne somme de cash à disposition qu'on peut réinvestir. Et chaque année, on réinvestit 15 à 20% de nos chiffres d'affaires dans l'appareil de production, dans les bâtiments, etc. Donc, c'est des montants très importants qui sont réinvestis chaque année. Quel impact ça a sur les deux autres piliers ? Les collaborateurs, ils sont conscients de notre motivation profonde. Ils savent qu'on n'est pas là pour tout optimiser. Ils savent qu'il n'y a pas de risque qu'on aille délocaliser dans un autre pays où la main-d'œuvre est moins chère. On les connaît, ces gens, on les croise, on peut les croiser au magasin. Enfin, voilà. Donc, ils connaissent notre motivation. Ils ont confiance. Ils ont confiance. Tout comme nous, on leur fait confiance, eux ont confiance en nous. Et donc, c'est vraiment un aspect win-win, si on peut dire, où tout le monde tire à la même corde. En plus, vu qu'on investit, ils ont des belles machines, ils ont des moyens de production efficaces, donc ils sont motivés.
Et puis, voilà, dans un autre registre, le cash qu'on a généré, on peut le redistribuer aussi dans des actions plutôt RSE, sponsoring, mécénat et autres. Et puis, pour l'aspect écologique, évidemment, voilà, ça c'est juste une photo de nos ateliers. On voit il y a du bois aussi. Voilà, c'est du bois local en plus qui vient de la Syrie, qui est dans le même village. Et puis l'aspect écologique, c'est que ce cash, forcément, on peut le réinvestir dans des investissements durables. Voilà, en résumé, on voit vraiment ce développement durable comme un cercle vertueux où ces 3 piliers, pour que ça fonctionne, il faut que ces 3 piliers ils soient coordonnés, il faut qu'ils soient au même niveau. On ne peut pas se permettre d'avoir que des actions écologiques et pas un équilibre social, etc. Il faut que les 3 piliers fonctionnent ensemble pour qu'ils s'auto-alimentent. Et après, une fois qu'ils s'auto-alimentent, vraiment, ça devient performant et ça génère de la valeur. Pour nous, c'est vraiment un facteur de compétitivité. Parce que vraiment, ce qui ressort de cette politique sociale, c'est que les employés, c'est des ambassadeurs. Vraiment, ils sont fiers de leur boîte. L'aspect écologique, c'est une image positive et il y a un vrai impact économique à long terme. Et puis, évidemment, on cherche aussi à respecter la planète. Et puis, l'aspect économique, c'est qu'en réinvestissant un maximum et en ayant des employés motivés, on arrive à produire des outils de grande qualité de manière efficace. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est profitable à court terme? Personnellement, j'en doute. Mais d'autres personnes ont peut-être d'autres avis, mais il faut quand même, moi je pense qu'il faut avoir une vision à long terme. Il n'y a pas besoin de faire de grandes actions, mais une multitude de petites actions peuvent être très efficaces. Et puis, voilà, il y a le double effet qui se coule, c'est que c'est aussi un moyen de mettre en avant sa société, puisque je suis là devant vous aujourd'hui pour en parler. Voilà, merci. Merci beaucoup Arnaud Maître. Merci. J'aime beaucoup votre présentation parce qu'on voit effectivement qu'on pourrait se dire dans une entreprise de votre taille avec 140 employés, est-ce que je vais vraiment avoir un impact? Et on se rend compte que c'est ce que vous disiez, les petits ruisseaux vont faire les grandes rivières. Et moi je suis convaincu que ça a un impact même à court terme. Dernier témoignage français pour finir, Yves Bailly, PDG de Norske Skog Golbey. Alors, Norske Skog à Golbey, c'est la plus grosse papeterie d'Europe de l'Ouest. Vous êtes une entreprise leader dans l'industrie du futur. Vous avez eu plusieurs prix pour la RSE, lauréat notamment en 2014 du Grand Prix de l'économie circulaire Polytech. Alors, quelle est votre approche, Yves Bailly? Quelles sont vos recettes, si je puis dire? Bonsoir, mais si vous dites déjà l'essentiel de ma présentation, j'ai plus rien à dire. Donc oui, Norske Skog Golbey, déjà félicitations, puisque c'est pas facile à dire, la plupart du temps on écorche le nom. Donc c'est un groupe norvégien. Alors ici on est dans le salon des industries du futur, et moi je viens partager un petit peu avec vous comment on peut donner un futur à notre industrie. Puisque pour nous, l'industrie papetière, c'est quand même quelque chose qui souffre depuis énormément de temps du fait de la digitalisation, du numérique. Le groupe Norske Skog, c'était 25 unités de production il y a encore une quinzaine d'années. Aujourd'hui, ce n'est plus que 7 unités de production. Donc, si je fais un petit zoom sur l'unité que je dirige, donc Norske Skog à Golbey, c'était le premier investissement en dehors de la Norvège. Nous ne fabriquons que du papier journal. Nous fabriquons 600 000 tonnes de papier journal par an. Donc nous sommes, comme on vient de le dire, le premier site européen de production, Europe de l'Ouest de production, tout producteur confondu, pas dans le groupe. Nous avons démarré notre première ligne de production en 1992, la deuxième en 1999, pour un investissement global de 800 millions d'euros. S'il nous fallait reconstruire l'usine aujourd'hui, il faudrait mettre 1 milliard d'euros. Nous faisons 250 à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous avons 325 employés. Alors, un petit clin d'œil sur la production. Nous produisons tous les jours 4300 km, c'est pour imaginer un tout petit peu ce que nous produisons. Donc nous produisons une route de 10 mètres de large sur 4300 km, donc ce qui correspond à la distance entre Golbey et le Cap Nord, puis clin d'œil à nos amis norvégiens. Donc ça représente ce que vous voyez sur la photo de droite, les gros tambours, là, qui représentent environ 45 bobines mères par jour. Nos matières premières pour cela, nous utilisons soit 30%, on va dire un tiers de bois pour 2 tiers de papier récupéré. Donc le tiers de bois, ça représente à peu près 500 000 tonnes de bois. Donc je précise tout de suite, nous utilisons du sapin et de l'épicéa. Non, nous ne détruisons pas la forêt pour faire notre papier. Nous utilisons simplement des bois qui viennent d'une forêt pour qu'elle grandisse, qu'elle croisse. Il est nécessaire de faire ce qu'on appelle des coupes d'éclaircies régulièrement. Donc nous utilisons 25% de bois qui provient de coupes d'éclaircies et 75% qui vient des déchets de scierie.
ce qui permet aux scieurs de valoriser, entre parenthèses, leurs produits connexes. De l'autre côté, donc 500 000 tonnes brutes de bois, de l'autre côté 500 000 tonnes de papier récupéré, qui proviennent pour 85% de la collecte sélective. Donc on va dire qu'environ un tiers des papiers collectés en France, donc sur l'équivalent de 22 millions d'habitants trieurs, arrivent à Norske Skog Golbey. On a environ une quinzaine de pourcents pour compléter la totalité de nos tonnes qui viennent de circuits industriels, c'est-à-dire tout ce qui est invendu de presse, chute d'imprimerie. La particularité de ces produits, pour nous, ce sont uniquement du magazine et des journaux publicités. Et donc, ne mettez pas de stop pub sur les boîtes aux lettres, parce que pour nous, ça nous sert beaucoup, on le récupère. Donc, si vous mettez du stop pub, on consomme moins et on a moins de matières premières et on est obligé d'utiliser plus de bois et donc plus d'énergie. En troisième point, nous utilisons pas mal de bois énergie. Là aussi, c'est de l'économie circulaire, puisqu'on utilise le bois qui provient des récupérations des meubles, des rep meubles ou du bois de démolition. Donc 140 000 tonnes pour nos chaudières biomasse. Donc nos bois sont naturellement PEFC et FSC. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Golbey c'est à côté d'Épinal et c'est au centre, c'est au cœur de l'Europe. Enfin plus sérieusement, pourquoi on s'est implanté là? Puisqu'en étant situé au cœur d'un massif forestier, avec une main d'œuvre fiable et avec de l'électricité à l'époque pas très chère, et en étant situé dans cette région-là, ça nous permet d'être dans un rayon de 8 à 900 km, près de 90% des plus grands centres d'impression. Vous voyez la carte européenne en bleu, ça c'est le terrain de jeu de Norske Skog Golbey. On a mis quelques exemples de titres que nous fournissons, mais en gros nous fournissons la plupart des titres de la presse européenne. Donc quand je reprends la direction de Golbey, moi j'étais, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais Chief Technical Officer en Asie. Et on me rappelle pour prendre la direction de Golbey en 2006. Et en 2006, la première chose qui arrive sur mon bureau, c'est une enquête faite par mon prédécesseur on demande aux locaux comment Norske Skog Golbey est perçu. Et là, je tombe de ma chaise puisque la perception, c'est certes une usine qui a l'air performante, mais qui est là pour consommer les ressources naturelles, qui peut polluer et qui, une fois toutes les ressources naturelles consommées, s'en retournera en Norvège tranquillement. Et la deuxième chose, des dirigeants étrangers qui n'ont aucune intention de s'intégrer au territoire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bon là, ça c'est le premier constat. Donc on s'est dit tout de suite qu'il faut qu'on mette des actions en place. Le deuxième constat, vous voyez à gauche, c'est toujours une question d'équilibre d'offres et de demande. Jusqu'aux années 2005, moi je l'ai vu, j'étais en Chine, enfin j'étais en Corée, mais en Chine, on a vu la Chine passer de nette importatrice à nette exportatrice, ce qui a bouleversé l'équilibre mondial du marché du papier. Et donc, on s'est retrouvé à avoir plus d'offres que de demandes. Et quand il y a plus d'offres que de demandes, qu'est-ce qui se passe? Inéluctablement, les prix baissent. Et on se retrouve dans une situation très délicate. Quand en parallèle, on a l'effet ciseau, toutes nos matières premières, que ce soit le bois, l'énergie, les papiers récupérés, les produits chimiques, la main-d'œuvre, tout augmente. Donc, on est dans un véritable effet ciseau. Et puis, le troisième constat qu'on fait, c'est ce que j'appelle une prise de conscience, je ne sais plus quand exactement, mais je dirais il y a 8-10 ans, lors du salon Polytech, je dîne avec la communauté urbaine du Grand Laval, pour ne pas les citer. Et en France, on a un gros concurrent qui est dans la région de Rouen. Et je demande à cette personne, mais pourquoi nous avez-vous vendu vos papiers récupérés? Puisqu'on se bat pour avoir chaque tonne de papier récupéré est importante pour nous. Et on se bat à quelques euros près. Et là, je me dis, c'est quand même Laval-Golbey, c'est quand même beaucoup plus loin que Laval-Rouen. Et elle me dit, mais vous savez, on est allé voir sur le site à l'époque de la DRIR, et on a vu que votre entreprise émettait 10 fois moins de CO2 que votre concurrent. Et donc, je préfère expliquer à mon conseil municipal que, certes, durant le trajet Laval-Golbey, il y aura un peu plus d'émissions CO2 qui seront générées, mais globalement, pour le traitement de mon papier récupéré, c'est bien plus bénéfique pour la planète. Et là c'est une autre claque. Je me dis, bon sang, les collectivités en sont là, et donc attention, il y a quelque chose qui est en train de changer. D'où, avec notre comité de direction, on se dit, mais l'offre et la demande qui se dérègle, la perception locale, la prise de conscience globale qui est en train de se faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour pérenniser notre site et pour se différencier. Donc, on fait une analyse de notre chaîne de valeur, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses.
Et la première chose, on décide si on allait dans une dimension RSE. Parce qu'on faisait déjà de la RSE sans le savoir. Donc on ne l'avait pas vraiment formalisé. Et la RSE, mon prédécesseur l'a déjà dit, je vais y revenir rapidement. Donc un travail sur la RSE et un travail sur la diversification. La RSE, voilà, je ne vais pas reprendre tous les points, mais nous, la RSE, mon prédécesseur dit, bon, c'est un cercle. Nous, on a coupé le social en 2 points, social et sociétal. C'était vraiment important d'être un acteur majeur sur le territoire, du territoire. Donc on l'a fait, vous verrez plus tard ce qu'on a fait. On travaille sur l'écologie industrielle territoriale. On est dans les partenariats locaux. On a fait énormément de mécénat, de participation à des forums, à des tas de choses pour se faire connaître et pas être l'entreprise étrangère qui n'a absolument pas d'intérêt sur le territoire. Dans le social, on s'est dit, mon prédécesseur l'a dit également, c'est très important, on travaille avec des hommes, il faut remettre l'homme au cœur de la performance. Une petite parenthèse, on a fait quand même pas mal souffrir nos hommes puisque quand j'ai repris la direction de Golbet, on est passé en système business unit. Donc on a réintégré les achats, les ventes, la logistique, la finance, le développement. Dans les belles années où l'entreprise gagnait, j'ose même pas vous dire le taux de marge que nous faisions, mais c'était indécent, on était quasiment 600 personnes pour une unité de production. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on est centre de profit pour la même production et nous sommes 325 personnes. Donc il était essentiel dans ce programme de remettre l'homme au cœur de la performance et de le considérer, donc retravailler sur son bien-être, sur la convivialité. Nous avons également, on fait du sport, nous avons des coachings sportifs 6 fois par semaine, on a un coach, on a des équipes, on a 15 à 20% de nos salariés qui participent, on a travaillé énormément sur la responsabilité, sur l'autonomie, on a mis en place un gros système d'amélioration continue qui est basé sur, pour ceux qui connaissent, le Toyota Production System. Et nous, on a fait le Norske Skog Golbet Production System. On l'a développé pour aller vers l'autonomie de nos équipes. En leur faisant confiance, on obtient et on a beaucoup plus. Les gens viennent avec, je dis à mon DRH, il faut que les gens qui rentrent dans l'entreprise aient le sourire. Ça, c'était le point essentiel. Ensuite, on ne peut pas faire sans l'économie, donc c'est pérenniser notre site. Donc il nous faut un cœur de métier performant et on s'est dit quels sont les avantages qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a des points forts? Est-ce qu'on a des atouts? Est-ce qu'on a des déchets qu'on pourrait transformer en produits, en matières premières pour assurer et pour solidifier un petit peu le site? Et puis l'environnement, moi j'aime bien la phrase de Saint-Exupéry qui dit on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte simplement à nos enfants. Alors à Golbet, on n'est pas des ayatollahs du green business, hein, ça c'est clair. Mais je pense que quand on est capable de mener une action qui fait du développement durable, c'est-à-dire la conjonction de ces 3 cercles, on serait bien stupide de ne pas le faire, puisque si on gagne du côté économique, environnemental et social, on a vraiment tout gagné. Donc, bon voilà, juste quelques petits exemples pour illustrer que notre démarche RSE est quand même reconnue. On a gagné le Grand Prix de l'économie circulaire remis des mains de la ministre. On a le Trophée du développement durable des Vosges. On a gagné le lauréat d'or, la 3e nuit de la RSE. On est dans les 2% des fournisseurs évalués EcoVadis dans toutes les catégories, c'est-à-dire qu'on est gold, voilà, et ainsi de suite. Ensuite, on a commencé à réfléchir sur renforcer et pérenniser notre site. Donc on s'est dit, bon, d'un côté, on a ce chapeau RSE qui fédère et qui gère toute notre manière de fonctionner. Donc il nous faut d'un côté un cœur de métier performant. Et de l'autre côté, est-ce que nous pouvons développer de nouveaux business? Donc on ne va pas réinventer la poudre. Nous, on est une entreprise sur un site de 80 hectares, 70-80 hectares, mais malheureusement, on ne peut pas bouger l'entreprise. Alors est-ce qu'on pourrait attirer des entreprises qui viendraient travailler avec nous et mutualiser nos moyens? Est-ce qu'on pourrait utiliser notre force, qui est de mobiliser 500 000 tonnes ou 700 000 tonnes de bois par an, pour en faire quelque chose? Est-ce qu'on pourrait utiliser certains de nos déchets pour en faire des produits ou des coproduits? Donc voilà toute la réflexion que nous avons menée avec le comité de direction. Et nous avons mis en place ce qu'on appelait le cluster Green Valley. Donc l'idée, c'était de concentrer autour de l'entreprise Norske Skog Golbet des entreprises qui viendraient mutualiser et partager certaines choses. Donc la première à arriver, c'était Eurorail, que vous voyez à gauche. C'est une plateforme multimodale. On est un site embranché, un des plus grands de France, et ce qui nous permet systématiquement, chaque fois que Eurorail reçoit un wagon plein, de le transférer à vide chez nous et d'y faire des synergies. On a mis une turbine à vapeur en place avec Cofeli. Et ensuite, on a attiré d'autres entreprises et on a commencé à attirer Pavatex. Et je vais vous présenter un tout petit peu plus loin. Voilà, notre stratégie de diversification, on l'a sur 3 axes. Un axe qui sont les écomatériaux,
un deuxième axe qu'on va appeler chimie verte ou la chimie du végétal, et un troisième axe qui sont les énergies vertes. Sur les écomatériaux, on avait dans l'intention de travailler sur nos déchets fibres, et on s'est mis à chercher. La première chose, c'était fabriquer, vous savez, ces petits granulés bois. On était peut-être en avance sur les programmes existants. La France n'était pas bien dotée, mais pas de barrière à l'entrée, c'était pas très intéressant. Et on a décidé de partir sur ces panneaux isolants à base de bois. Donc on a cherché en Europe qui fabriquait ça. Et on a réussi à attirer Pavatex, entreprise suisse, bon, aujourd'hui repris par Soprema, mais à l'époque c'était suisse. Et grâce à son installation sur notre site, elle a pu mutualiser ses moyens. Donc en termes d'investissement, c'est 15 à 20% d'investissement, d'économie sur l'investissement initial, c'est-à-dire environ 15 millions d'euros. Pas de station d'épuration, pas de chaudière, pas de transformateur électrique, pas de poste de garde, etc., etc. Ensuite, on a installé un deal flow entre Norske Skog et Pavatex. On leur fournit la vapeur, on leur fournit l'électricité, on leur fournit le pesage au poste de garde et nous gérons l'approche, la ressource. Puisque si Pavatex était installé dans notre proximité, on aurait été concurrents. Nous consommons 500 000 tonnes de bois, Pavatex en consomme 100 000 et on se serait battu sur les mêmes ressources. Ça nous permet globalement de maîtriser notre ressource. Ça, c'est pour les écomatériaux. On a d'autres projets en cours. Sur tout ce qui est chimie verte du végétal, donc vous voyez, je vous les ai mis un peu rapidement, parce qu'on passe du papier à une bioraffinerie. Nous travaillons actuellement sur une bioraffinerie. Le pilote tourne aux USA. On est en train de financer le démonstrateur, de lever les fonds pour financer le démonstrateur. L'idée, c'est de partir d'un bois qui n'est pas le bois qu'on utilise pour faire du papier, c'est du hêtre, du bois dur, de sortir de ce bois les sucres, ces sucres les transformer en champignons, les champignons en faire des protéines, et ces protéines les vendre pour nourrir la planète, donc les vendre aux gens qui nourrissent l'aquaculture. Oui, donc du papier au poisson. Donc il y a quand même un grand écart, mais voilà, donc ça c'est une des ressources. L'autre, c'est par exemple le bois santé. On travaille sur des molécules qui peuvent fonctionner pour la cosmétique, la santé ou les compléments alimentaires. Un autre, ça s'appelle Revacopa, c'est des extraits de molécules également pour tout ce qui est arôme. C'est des molécules à haute valeur ajoutée. Les microalgues, pour travailler sur des colorants naturels, et un produit HBO, c'est une molécule plateforme à forte valeur ajoutée également, qui peut aller sur la cosmétique, sur le food ou sur du solvant vert, etc. Et notre troisième axe, c'est l'énergie verte. Donc soit c'est un exemple. Nous avons démarré récemment une unité de biogaz, un investissement de 7 millions d'euros. On méthanise les bouts de notre station d'épuration pour en faire du gaz qu'on injecte dans le réseau. Et on a également des projets comme faire de l'énergie verte à base d'une turbine et une chaudière biomasse. Voilà, donc c'est dit très rapidement. Donc notre ambition, c'est de continuer à densifier, à développer autour de nous d'être un pôle industriel majeur spécialisé dans la bioéconomie issue du bois, puisque notre force, nous, c'est d'être capable de mobiliser, en Pavatex inclus, et notre ressource bois de classe B, nous mobilisons 7 à 800 000 tonnes de bois par an. De poursuivre notre engagement dans l'écologie industrielle territoriale. On est un des piliers, c'est un des piliers de nos stratégies. On a créé Voginov récemment. On est engagé sur le développement de notre territoire. De poursuivre notre implication en matière d'innovation. Donc on initie de nouveaux partenariats. On n'a pas d'équipe de recherche-développement, mais je dis souvent en plaisantant, on a des équipes faut être conscient de ce qui se passe autour de nous et pouvoir faire les bonnes connexions. Donc il faut des metteurs en marché, il faut des metteurs en connexion, il faut être comme le philosophe Jean-Claude Van Damme, il faut être aware de ce qui se passe autour de nous. Et quand on est aware, on peut avoir les bonnes connexions et avoir les beaux projets. Je peux vous donner un exemple, par exemple au Centre Pompidou de Metz, sur une expo dans le hall d'entrée par un grand froid. Il y avait un collaborateur qui avait une tente avec un infrarouge. Et un de mes ingénieurs passe là, il vient se réchauffer. Vous faites quoi, vous? Moi, je suis dans la pharma, et vous, dans le papier. Oh là, on n'a vraiment rien à voir. Et si, puisque c'est le projet Le Bois Santé, on a trouvé une molécule en commun, on a déposé des brevets. Et voilà, des fois, c'est fait de belles rencontres. Mais encore pour faire ces rencontres, encore faut-il sortir de chez soi. Donc, c'est tout ce qu'on a mis en place pour éviter, pour être aware de ce qui se passe sur le terrain. Donc, et continuer à mobiliser notre intelligence collective, nous, naturellement, c'est pour nous rendre plus forts, comme je le disais tout à l'heure, pour pérenniser, pour donner un futur à notre entreprise. Le premier, c'est aussi pour servir nos clients quand même, parce que sans clients, on n'existerait pas. Préserver l'emploi,
et puis soutenir le territoire, parce que plus le territoire sera performant et plus nous, indirectement, on en tirera les bénéfices. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Yves Bailly et bravo pour cette approche dynamique et pragmatique. Et en plus, grâce à vous, j'ai appris que les articles que j'écrivais dans le journal finissaient dans la bouche des poissons. Je me dis comment ils servent à quelque chose. On aurait aimé poursuivre ces échanges. Vous avez sûrement beaucoup de questions à poser à nos intervenants. On a évidemment beaucoup débordé. Je vous propose de les rencontrer et leur poser des questions si besoin à l'apéritif au cocktail qui va être organisé juste à côté. Il me reste donc à vous remercier vraiment encore une fois tous les quatre pour vos interventions. Et nous vous disons à demain pour la suite du Salon BI 4.0. Merci beaucoup.